Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce 12e épisode. J'ai 2 points à évoquer avant d'amorcer. Dans un premier temps, une invitée spéciale et un format aujourd'hui novateur pour moi, YouTube, afin de vous fidéliser toujours un peu plus et de pousser toujours sur les nouveaux invités, faire en sorte que vous en appreniez davantage sur des profils inspirants. Revenons maintenant à mon invité aujourd'hui, Mariam Gadri. Tu es une entrepreneure dans le développement personnel, dans le coaching particulièrement. Et aujourd'hui, tu es avec moi pour nous parler un petit peu de ton parcours et qu'on puisse décortiquer un peu le processus d'insertion qui a été le tien. Mariam, comment vas-tu ? Ça va, merci beaucoup Arthur. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de faire partie de ton émission, de ton podcast. Et j'ai hâte qu'on commence à discuter ensemble. Ça va être super. Le plaisir est pour moi. Sache aujourd'hui que tu es la première invitée liée au développement personnel, donc un sujet qui est aussi le mien. Super intéressant. Je suis honorée d'être la première dans le je le suis également. Et du coup, moi, comme tu le sais, tu as pu l'écouter dans un premier temps avec les différents épisodes que j'ai pu faire avant. Ouais. Moi, l'objectif quand on commence, c'est que l'invité explique un petit peu son parcours. Alors, n'hésite pas à détailler, etc. Le but, c'est que ça parle aussi aux personnes qui nous écoutent et qui nous regarderont. Bien sûr. Explique-moi un petit peu la Mariam dans sa jeunesse. Alors, moi, j'ai toujours été fascinée par la nature humaine, par le comportement humain. Et la raison pour ça, c'est assez simple. C'est que quand j'étais plus jeune, que ce soit dans mon environnement familial ou dans mon environnement scolaire, j'étais pas forcément très épanouie, tu vois. À la maison, j'avais des parents qui me donnaient énormément d'amour et qui avaient énormément d'amour pour moi et pour ma sœur, mais qui étaient en conflit et on va dire dans une forme de destruction et de chaos dans leur relation amoureuse. Et donc, j'ai été vraiment un peu dans un environnement où j'avais du mal à comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi il n'y avait pas la paix chez moi, pourquoi est-ce que c'était aussi chaotique à la maison, aussi difficile de se sentir, tu vois, en paix. Et puis en plus de ça, j'ai grandi dans un environnement assez précaire, puisque j'étais dans un HLM, dans une cité à Nanterre jusqu'à mes 12 ans. Okay. Et à ce moment-là, franchement, on n'avait pas du tout les moyens On s'en sortait, mais on n'était pas non plus hyper à l'aise, tu vois. Il y a plein de fois où je me rappelle que on n'avait pas 1 euro pour s'acheter une baguette de pain. C'était compliqué, tu vois. Et à côté de ça, à l'école, je me sentais pas forcément à ma place. Je me faisais harceler. Je me suis fait frapper plusieurs fois à l'école. Ça, c'était quelle période, ça ? C'était la période primaire et collège. Ensuite, quand j'ai déménagé, parce qu'on a déménagé, on a déménagé dans le 16e à Paris. Okay. Et à ce moment-là, en fait, pareil, tu vois, j'essaye... là aussi, on pourrait parler d'insertion, c'est que j'essaye de m'intégrer dans un nouvel environnement avec des personnes qui sont totalement différentes de moi, tu vois, qui sont dans des conditions de vie, avec un niveau de vie totalement différent de ce que j'ai connu. Et à ce moment-là, pareil, j'ai des difficultés à m'intégrer, à me sentir à l'aise, à ma place. Je me sens très sensible, très timide. Je prends pas trop de place, tu vois. Et donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qui font que petit à petit, je commence à vraiment m'intéresser à la nature humaine, au comportement humain, comment être plus à l'aise socialement, comment mieux m'intégrer, comment comprendre les autres, me comprendre moi-même, de sorte à ce que je puisse mieux m'affirmer et avoir plus confiance en moi. Et je pense que ça vient vraiment de ces éléments-là. Et du coup, toi, ce que tu disais justement, les parents, tu vois, ils avaient ce côté un petit peu, pas destructeur, mais relation, peut-être, je ne sais pas après si je peux dire le terme, toxique. Oui, on peut parler de ça, ouais. Ouais, non, tu me dis si je me trompe, mais toi, quand tu arrives dans le 16e, est-ce que tout de suite, ça t'a bercé, ce changement mine de rien, de vie sociale ? Franchement, ça a été un gros déclencheur pour moi parce que quand j'étais à Nanterre, alors je me sentais absolument pas à ma place. Quand j'arrive dans le 16e, je me sens pas non plus forcément à ma place. Le gap, il est énorme. mais par contre, je dirais que ça m'ouvre à un nouvel état d'esprit. Ça m'ouvre à des personnes
qui ont d'autres moyens, mais qui ont aussi une manière de penser différente. C'est-à-dire que, par exemple, en primaire, j'adorais aller à l'école. Moi, j'étais un peu le cliché de l'opposé des enfants de mon âge, parce que la plupart des enfants, ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Moi, je rentrais à la maison et je pleurais parce que j'avais envie de retourner à l'école. Et j'étais vraiment tellement contente d'aller à l'école. C'était un truc de fou pour moi d'aller à l'école. Et j'adorais travailler, faire mes devoirs, etc. Et puis à un moment donné, j'ai un peu décroché scolairement. Et quand je suis arrivée dans le 16e... À quel âge J'avais peut-être 12-13 ans. Okay. Et à ce moment-là, je suis entourée de personnes, d'élèves qui sont hyper studieux, vraiment très sérieux. Je me rappelle qu'il y avait un camarade à moi qui s'appelle Axel, avec qui je suis devenue très amie après. Et ça m'avait vraiment marquée parce qu'en fait, j'étais tellement entourée de personnes pour qui avoir 15-16 sur 20, c'était la normalité, voire même pas assez, que en fait, là, ça a été la première fois où j'ai compris la puissance d'être entourée de personnes qui ont un standard supérieur à toi. Parce que automatiquement, ça élève ton standard. Et je me rappelle que ce fameux Axel, une fois, il avait eu 17 sur 20 à un devoir de maths, je crois. Et on le retrouve dans la cour. Et je me rappellerai toujours de cette scène. Il était face à un arbre, il avait mis son sac à dos par terre, et il commence à pleurer en faisant le tour de l'arbre, et il pleure, et je vais le voir, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» et tout. Et il me dit « Mais j'ai eu que 17 sur 20, je suis pas bien et tout. » Et dans ma tête, je me dis « Waouh, c'est dingue, moi si j'avais 17, je serais tellement contente. » Et vraiment, à ce moment-là, j'ai commencé un peu à changer d'état d'esprit, Ça a vraiment eu un déclic énorme chez moi parce que j'ai changé mes standards, j'ai commencé à voir en fait... Viser l'excellence ? Ouais, l'excellence pour moi, c'était devenu... quand tu es entouré de personnes pour qui c'est le standard, ça devient ton standard, tu vois. Adage bien connu dans l'entrepreneuriat où on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes. Des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est ça. Ouais. Et je pense que toi, ça a dû on va dire, te pousser, te pousser dans tes retranchements, etc. Carrément. Toi, tu fais tes études, donc tu arrives au lycée, tu passes un bac quoi ? On passe rapidement à cette partie. Ouais, alors, lycée, j'ai une autre phase de décrochage scolaire total. Seconde, première, je sors pratiquement tout le temps en boîte. Je suis pas du tout sérieuse. Je sèche les cours. Mes profs commencent à me dire... Le revers, du coup, de... Ouais, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, mais je suis vraiment dans une phase de relâchement total. Je suis en roue libre, en fait. Ouais. Et mes profs commencent à me dire fais attention, parce que si tu fais pas attention, tu vas pas passer je crois que c'était en première générale ou quelque chose comme ça. Et j'ai une prof de physique, parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'allais faire une première scientifique, enfin, aller vers le côté scientifique. Et j'ai une prof de physique-chimie. Je la remercierai toute ma vie, cette prof, Madame Strauss, qui me prend entre quatre murs et qui me dit « Mariam, pourquoi est-ce que tu veux faire une première scientifique ? Pourquoi ?» Et pour la première fois, je me pose la question parce que, en fait, je sais que ma famille voulait que je fasse une filière scientifique. C'était bien vu, tu vois, de faire des sciences, etc. Et elle me dit, tu sais, il n'y a rien de mauvais à faire une filière économique et sociale. C'est très bien. Tu vas faire plein de choses. Ça va t'ouvrir à plein de portes, etc. Et je pars de cette discussion avec elle et je me dis, elle a peut-être raison, tu vois. J'étais pas bonne en sciences. Enfin, en fait, il faut le reconnaître, tu vois. J'étais pas du tout... Surtout qu'on pose rarement la question aux étudiants. Mais bien sûr. Conseillère d'orientation, c'est vrai que je pense que c'était pareil dans le 16e, comme moi, parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'ai toujours reproché, tu vois, ça à ma jeunesse. C'était, on vous dit, allez au point B, sans forcément demander, du coup, à la personne concernée, qu'est-ce que tu aimerais faire. Alors oui, entre ceux qui n'ont pas la moyenne ou qui ne sont jamais en cours, il n'y a pas de débat. Mais c'est pas parce que tel bac général est au-dessus des autres que vous devez mettre l'élite, entre guillemets, du collège ou du lycée vers ces branches-là. Et c'est vrai qu'on pose rarement la question aux principaux concernés. Et toi, au moment où elle te pose cette question... À ce moment-là, qu'est-ce qui te traverse l'esprit ?
J'ai une forme de soulagement, en fait, Mm. parce que c'est une des premières fois où je me rends compte que j'étais pas alignée sur le choix que j'avais fait. Et donc, je décide d'aller en filière économique et sociale. C'est la meilleure décision de ma vie, honnêtement, parce que il se passe certaines choses dans ma famille qui font que j'ai vraiment un déclic, une prise de conscience que, OK, là, il faut que je me mette sérieusement au travail, il faut vraiment que je me concentre et que je fasse ce qu'il faut. Et puis, j'arrive en terminale et je décide d'aller étudier à Londres. Mm. Je me dis, OK, à la base, je voulais aller à Cambridge, donc je me mets en tête que je vais aller à Cambridge, je postule, je suis prise pour des entretiens, je vais jusqu'à Cambridge. Ce qui en soi, tu vois, est quand même incroyable, même si finalement il s'est avéré que je n'ai pas été prise parce que je n'ai pas réussi l'entretien. Mais à ce moment-là, je commence à moi-même élever mon propre standard parce qu'ils me disent, si vous voulez être prise dans une université comme Cambridge ou les top universités anglophones, il faut avoir au moins 16 sur 20 de moyenne à votre baccalauréat. Okay. Et donc là, je suis une élève qui a entre 9 et 11 de moyenne à, OK, il faut que j'ai 16 minimum au bac, 16 de moyenne. Arrêtez les sorties. Ah là, c'est fini. Plus de sorties, plus de vie, tu vois. Et d'ailleurs, petit aparté, toi, tu as été élevé, éduqué en anglais? Non, en français. Okay. Mais par contre, j'ai été élevée et éduquée dans un environnement assez... mes parents sont hyper ouverts, tu vois. Mon père, il parle 5 langues. Ma mère, elle en parle 3. Ils ont tous les deux beaucoup voyagé. J'ai toujours été très ouverte à d'autres cultures, d'autres pays, etc., tu vois. Et donc à ce moment-là, je me mets au travail et puis je me fixe comme objectif d'avoir minimum 16. Et ça a été une des premières expériences où je me suis rendu compte de la puissance de se fixer un objectif fixe, timé, c'est-à-dire que tu sais quand est-ce que tu dois avoir atteint ton objectif, et la puissance du focus. J'ai été tellement focus à ce moment-là. Tu le faisais consciemment ou... Très consciemment. Okay. Il n'y avait pas le choix. Je me suis laissé aucun plan B, tu vois. C'était hors de question, c'est-à-dire que j'ai même pas rempli les fiches, tu sais, pour les demandes d'université en France. J'ai rien fait. J'ai juste postulé en Angleterre, dans d'autres universités, dans les meilleures. Et je me suis dit, OK, si je suis prise, je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Il s'est avéré que j'ai été prise dans une université qui s'appelle UCL, qui est une des meilleures en Angleterre. Et là aussi, le minimum requis, c'était 15,75. Et donc, je me mets au travail. Et voilà, j'arrive au résultat du bac avec 17. Tout se passe bien. Et ensuite, je vais étudier à Londres quelques mois plus tard. Ok. Et au moment où tu arrives à Londres, du coup, je pense que tu baignes là où tu avais l'environnement que tu voulais, que tu souhaitais. Hein. Ouais. Surtout que c'est tes premiers objectifs. Finalement, toi, quand tu as fixé ces objectifs-là, et quand je t'ai posé la question, tu vois, sur est-ce que ça a été fait consciemment, c'est est-ce que tu as lu un bouquin, tu as vu un documentaire, ou c'est vraiment, tu t'es dit, au jeune âge, hein, parce que tu avais quoi, 16, 17, 18, ouais. Tu t'es levé un matin et tu t'es dit, bon, pour aller là, il me faut plus de 16 de moyenne, du coup, je dois mettre ça en place. Ouais, en fait, c'est une bonne question, je trouve, que tu poses, parce que j'ai lu aucun livre. J'ai pas... à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais même pas vraiment consciente qu'il y avait des livres qui pouvaient vraiment autant impacter ma vie. Mais par contre, j'avais une raison émotionnelle tellement forte d'atteindre mon objectif. Je voulais rendre mes parents fiers, je voulais que ma famille soit fière de moi. La base. Ouais, la base. J'avais vraiment envie, tu vois, je réfléchissais. J'ai pris conscience à ce moment-là de l'impermanence des choses. Et j'ai pris conscience que le temps passe. Et si tu te réveilles pas maintenant et tu mets pas en place les actions qu'il faut, tu vas le payer plus tard. Et donc, ouais. C'est fou, excuse-moi de te couper la parole, mais c'est fou parce que tu te mets dans un mood à l'aube d'être majeur, finalement. À l'aube de tes 18 ans, tu es déjà en train de penser à quoi je vais ressembler à 30, 40 ans, etc., si je fais pas les efforts maintenant. Ouais. Ça, tu vois, c'est quelque chose que moi, je mets beaucoup en avant dans les écoles de commerce, etc. C'est, vous êtes en bac plus 3 ou en bac plus 5, ok, mais ce qui est le plus important, c'est l'après. C'est ce que je vais en faire de ce bout de papier cartonné, là, avec la petite signature du directeur. C'est génial, mais ça suffit pas. Toi, le fait que tu n'aies pas fait ça à 23, 24, 26, 30 ans, tu as fait ça à 18 ans, finalement, c'est la genèse un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais,
C'est tout à fait vrai, mais je veux juste dire aussi pour les personnes qui nous écoutent que on peut opérer ce changement à n'importe quel âge. Clairement. C'est juste un changement d'identité. C'est-à-dire que moi, je me suis mis dans l'identité d'une Mariam qui est disciplinée et qui lâche rien et qui se laisse aucune autre possibilité. Et je pense que c'est vrai que ça aide beaucoup de commencer à cet âge-là, mais je suis vraiment persuadée qu'on peut opérer ce changement à n'importe quel âge à partir du moment où tu le décides et où tu as une raison suffisamment importante de le faire, tu vois. Parce que c'est vrai que... Et puis, une chose qui est importante aussi, c'est que c'est pas simplement le fait d'accomplir quelque chose, c'est pas le fait de... Pour moi, ça n'a pas été simplement le fait d'avoir 17 de moyenne au bac et d'avoir des résultats incroyables, etc. C'est quelle personne je suis devenue dans le processus d'avoir ce résultat. Très souvent, on est tellement focalisé sur le résultat qu'on veut avoir qu'on oublie le chemin que ça demande et l'importance de ce chemin-là. Parce que ce qui compte, c'est la personne que tu deviens sur le chemin. C'est pas le résultat. Le résultat, c'est un plus, c'est un bonus, c'est génial. Mais le chemin, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si tu arrives à te récompenser sur le chemin pour la personne que tu es en train de devenir, en fait, tu gagnes quoi qu'il arrive, peu importe le résultat. Et c'est vraiment ce shift-là qui m'a beaucoup aidée, tu vois, c'est le fait de me dire, aujourd'hui, j'ai décidé d'apprendre un tel chapitre d'histoire. Ok, je me mets devant mon bureau, je me force quoi qu'il arrive, même si j'ai envie d'aller dans le salon, regarder Friends ou je sais pas quoi. Je me force et en fait, c'est très difficile. Très, très, très difficile, encore plus aujourd'hui, parce que là, tu parles de ça, c'était quoi, il y a 10 ans ? C'est tellement dur aujourd'hui. Il y a 10 ans, il n'y avait pas encore les téléphones comme aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui sont ce qu'ils sont. Très compliqué à gérer. Toi, en plus, à ce moment-là, tu arrives à Londres, tout se passe bien. Alors, l'adaptation peut être un peu complexe, comme dans le 16e, finalement. Ouais, compliqué. En même temps, c'est la première fois où j'ai le sentiment que je suis dans un environnement où je me sens un peu plus à ma place. Parce que je suis tellement entourée de personnes différentes, tu vois, des personnes qui viennent de partout dans le monde, qui ont une histoire tellement unique et un chemin tellement unique. Mais par contre, le fait que, tu vois, au début, j'étais pas hyper à l'aise en anglais. Tout était en anglais, tu vois. Enfin, je suis dans une université anglaise, donc je fais des cours de macroéconomie, microéconomie, de maths, de statistiques, de tout ce que tu veux en anglais. Je suis entourée de personnes qui parlent très bien anglais. Et au début, c'était un peu compliqué pour moi parce que je me dis, je me sens pas à l'aise. Mais par contre, je garde le même mindset de me dire que tout est une question de temps et de répétition. Et à force de rester dans cet environnement, de continuer à parler avec des gens qui parlent très bien anglais, je vais m'améliorer. Tu trouves un certain rythme, routine, même si le terme est un peu péjoratif à mon goût. Mais là, du coup, tu arrives à t'adapter, tu valides quoi, 5 années d'études supérieures, 3 ans là-bas. 3 ans là-bas, je récupère mon diplôme. Et en fait, le fait d'avoir étudié là-bas, ça m'a... Je sais ce que tu vas dire. Ah ouais, vas-y. Gain de confiance quand tu reviens en France, du coup, pour... Gain de confiance, mais aussi changement total de mentalité. Les études, c'est plus du tout important pour moi. Je viens de faire une des meilleures universités en Angleterre. J'ai validé mon bachelor avec une mention bien. Je sais que je suis capable. Et c'est vraiment pas de la prétention, mais je sais que je suis capable et j'ai internalisé vraiment, je me suis prouvé à moi-même qu'au niveau académique, si je voulais, ok, je peux faire un master dans une université encore plus prestigieuse, je le sais, j'en suis sûre, je sais que je connais le processus, je peux y arriver. Mais je suis plus du tout intéressée par ça. Parce que je me suis rendu compte que ce qui a été puissant dans mes études à Londres, ça n'a pas été les études. Ça a été l'environnement et les personnes avec lesquelles j'ai été. C'est là aussi où il y a eu un changement de standard. J'étais tellement avec des personnes, j'étais impressionnée par mes camarades, tu vois. C'était des personnes qui lisaient énormément, qui étaient énormément curieux sur tellement de choses, hyper cultivées, mais pas juste une culture
intellectuels. C'est des gens qui se posaient des vraies questions, qui étaient capables de débattre, qui avaient une pensée profonde sur les choses et sur la vie, tu vois. Et, et ça m'a énormément enrichie. Mais à ce moment-là, je me dis, OK, j'ai pas envie de continuer les études, j'ai envie de travailler. J'ai envie d'aller dans le concret, tu vois. Et là, du coup, à ce moment-là, tu reviens en France. Je reviens en France. J'ai vu que tu avais été responsable du bonheur au sein d'une entreprise. Ouais. Alors avant ça, en fait, je décroche mon premier job à Dublin, en Irlande, pendant presque 1 an, dans une grande boîte américaine. J'étais super contente. Expérience humaine incroyable. J'ai été vraiment avec des personnes extraordinaires, mais je m'épanouis pas. Je trouve pas ma place. Je me sens contrainte, je me sens restreinte. Je peux pas. Je partage mes idées, mais ça donne rien. Je dois vraiment suivre des tâches et je me sens pas à ma place, tu vois. Et je reviens en France et pareil, je décroche plusieurs jobs, mais le dernier qui est celui dont tu as parlé, où je suis Chief Happiness Officer dans une boîte dans la tech, et où je me dis, ah bah super, je vais pouvoir enfin vivre ma passion, tu vois, qui est d'accompagner les gens à trouver plus de sérénité, aider les leaders à créer une culture d'entreprise saine où les gens peuvent s'exprimer, où il y a une vraie cohésion. Enfin voilà, je me dis, trop bien, tu vois, ça va être... Tu avais besoin de déverser ta bienveillance, ton envie aussi d'apporter au monde, quoi. J'avais envie d'exprimer et d'impacter les autres avec ce qui me passionne le plus, qui est la psychologie, la nature humaine, le comportement humain. Et je ne voyais pas, en fait, dans mes différentes expériences de travail, je n'avais pas vu un environnement dans une entreprise où les gens sont vraiment épanouis. Je n'avais pas vu ça. Jusque-là, c'était pas... Et donc, je commence. Et au début, ça se passe très bien. Bon, c'est un peu comme un début de relation amoureuse, en fait. Tout se passe bien au début. Ouais. Mais en fait... au bout de 3 mois, tu découvres certains détails, tu dis... Ah, en fait, non, c'était pas ce que je croyais. J'ai pas regardé avant de rentrer. Ouais, c'est ça. Et donc, petit à petit, je me rends compte que finalement, c'est pas ce que je pensais. Et je commence à vraiment... Alors, il faut savoir que je rencontre mon ex aussi dans cette entreprise. À ce moment-là de ma vie, je pense que ça a été une des périodes les plus sombres de ma vie, à tous les niveaux. C'était très compliqué. Entre ma relation avec mon ex, au travail, avec mon patron, ça devenait vraiment hyper anxiogène pour moi d'aller au travail parce que petit à petit, il commençait à changer de comportement avec moi de manière soudaine et brutale. J'étais exclue de certaines réunions, de certaines choses. Après, tout n'est pas noir ou blanc dans la vie, tu vois. Il y a des qualités chez mon patron qui sont vraiment... que je veux reconnaître et qui sont importantes. Tu vois, il m'a laissé une chance. Il a laissé une chance à beaucoup de personnes, tu vois, dans l'entreprise. Et donc, il avait des qualités, mais à ce niveau-là, c'était très, très anxiogène. Et je commençais petit à petit à me sentir... je me sentais encore une fois plus à ma place. J'avais l'impression de plus du tout impacter, de plus du tout aider, contribuer. Et vu que c'est une valeur hyper importante pour moi, de pouvoir contribuer aux autres et servir, je commence à vraiment ressentir un vrai malaise, tu vois. Et petit à petit, je commence à avoir des symptômes de burn-out qui arrivent. J'allais venir sur les symptômes, justement. Comment tu as ressenti tout ça au fond de toi? En fait, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui confondent, entre guillemets, le burn-out et la dépression parce que les symptômes peuvent se ressembler, tu vois. Le burn-out... Tu vas avoir des symptômes où tu vas être petit à petit, tu vas avoir une baisse d'énergie petit à petit qui va être très importante. Tu vas avoir envie de t'isoler des autres. Tu vas faire beaucoup moins d'activités qui t'apportent de la joie, qui te nourrissent. Et tu vas avoir une vraie baisse d'estime envers toi-même qui va se produire parfois brutalement, parfois au fur et à mesure. Et moi, ça a été le cas. Je me réveillais avec la boule au ventre. Je rentrais chez moi, ou même après une réunion, je pleurais pendant 20 minutes. J'étais vraiment épuisée émotionnellement et même physiquement, en fait, parce que ton corps le ressent. Et donc, à ce moment-là, je commence à me dire, OK, clairement, c'est pas fait pour toi d'être salarié. C'est pas fait pour toi. J'ai cette discussion avec moi-même et une discussion qui est pas facile à avoir, tu vois. Très souvent, on va être dans des situations, que ce soit en amour, au travail, peu importe, qui sont pas alignées, tu vois. Et notre corps va nous dire que c'est pas aligné. Tu vas avoir des symptômes, tu vas avoir des réactions de ton corps qui vont te montrer que t'es pas aligné.
Mais le problème, c'est qu'on n'écoute pas notre corps. Ouais. Et on a encore moins l'habitude d'avoir des conversations radicalement honnêtes avec nous-mêmes. À ce moment-là, j'ai cette conversation avec moi-même et je me dis, ok, c'est pas fait pour toi, le salariat. Il va falloir que tu prennes un chemin différent. Et si tu le fais pas maintenant, à 25 ans, quand tu n'as aucune responsabilité vraiment lourde, quand est-ce que tu vas le faire, tu vois ? Et donc, je prends la décision de partir et encore une fois, là aussi, de ne pas me laisser de plan B, tu vois ? Et je pense que ça, c'est un élément hyper important de mon parcours. C'est toutes les fois où j'ai réussi à faire quelque chose qui, de l'extérieur, aurait paru impossible ou extraordinaire, entre guillemets, c'est très subjectif, mais c'est parce que je ne me suis pas laissée de plan B. Si je m'étais laissé un plan B, je ne pense pas que j'aurais réussi à construire une communauté, à faire... Parce que là, dans cette entreprise-là, du coup, tu as vécu le burn-out. Tu as eu faut un certain recul aussi, parce que quand on est dans cette période-là, on a l'impression d'être dans un trou noir, tout seul, malgré qu'on soit entouré par la famille, par des amis, sortir tous les soirs, etc. Sauf que quand on rentre à la maison, on est tout seul. Et les démons reviennent. Toi, quand tu fais ce choix-là sans plan B, finalement, table rase du salariat, et là, du coup, tu débarques dans la vie d'entrepreneur. Toi, déjà, comment tu as réussi à en sortir ? Si on devait... Franchement, je suis très reconnaissante envers mon ancien manager pour le fait que j'ai pu faire une rupture conventionnelle à ce moment-là. Ça n'a pas été compliqué pour moi. Ça n'a pas été compliqué parce que des deux côtés, ça ne matchait plus, tu vois, tout simplement. C'était plus du tout aligné des deux côtés. Donc, à partir du moment où j'ai pris la décision, je l'ai annoncé et puis je crois que c'était 1 mois plus tard, je suis partie, tu vois. Ouais. Après, je mentirais si je disais que je suis partie et puis au bout de 2 mois, tout a fonctionné, tout était super. C'est pas si simple, tu vois. Je suis partie de cette entreprise qui me donnait beaucoup de confort, de sécurité, de familiarité, où j'avais des collègues malgré tout avec lesquels je m'entendais super bien et où je me sentais bien. Mais en partant, je me suis dit, ok, à la base, j'avais une idée de lancer une application. J'étais dans quelque chose de complètement différent, mais dans le coaching, tu vois. Finalement, j'arrive pas à le faire. Ça marche pas. Et je me sens encore plus en échec. Déjà, à la base, je me sentais très en échec dans cette entreprise. Je me sentais humiliée, je me sentais pas du tout valorisée, tu vois. Tout ça combiné avec la rupture avec mon ex, j'étais vraiment au plus bas, tu vois, en termes d'estime. Pro-perso, j'étais par terre. Dans ma tête, le discours intérieur que j'avais, c'était « tu sers à rien, t'es nul, de toute façon, ça marchera pas, n'essaye même pas, t'es ridicule ». Bon, des choses horribles à se dire. T'es resté combien de temps dans cette phase-là ? Je dirais justement peut-être... où pro-perso prenait tellement de place en interne que t'arrivais à pas faire grand-chose finalement dans ta vie de tous les jours. Pendant combien de temps ça a duré Je dirais que ça a duré... ce petit moment. Peut-être 2-3 mois. Ok. 2-3 mois où j'étais vraiment au plus bas. Mais par contre, à ce moment-là, et je pense que c'est important aussi de partager cet aspect-là, c'est que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est la spiritualité. Pour moi, c'est vraiment un sujet hyper important, dont je ne parle pas beaucoup sur mes réseaux, mais à ce moment-là de ma vie, quand ça allait pas du tout et quand j'étais au plus bas, tous les jours, je priais. Je priais. Je suis pas religieuse, mais je me considère comme spirituelle et j'ai une forte croyance qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus fort que moi, peu importe le nom qu'on veut donner. Mais à ce moment-là, je priais, je demandais à ce qu'on me montre la voie, et je priais tellement fort, et il s'est passé pas mal de choses où petit à petit, j'ai commencé à lâcher prise, en fait. Parce que ce qui est dur dans les moments où on prend une décision comme ça, où on quitte un job, une relation, quelque chose qui nous donnait de la sécurité, ce qui est dur, c'est l'incertitude de l'après. Et c'est là où le sujet de la foi y rentre en compte de mon point de vue. C'est que j'avais une totale incertitude sur ce que ça allait donner, mais au fur et à mesure, en m'autorisant à relâcher ce besoin de contrôle et à me reconnecter à ma foi,
je me suis donné l'autorisation et la possibilité d'être inspirée, de me reconnecter à mon intuition. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à lâcher prise, j'ai eu cette intuition très forte qui m'a dit « Fais des vidéos sur TikTok. Va sur TikTok. » Et Il y a un créneau. Vraiment, franchement... À quelle période, ça? Quelle année? C'était je dirais en juin 2021, quelque chose comme ça. Ok. Juin 2021, vers l'été. Je pourrais pas te dire exactement, mais c'était vers l'été. Et en fait, là, je le ressens tellement à l'intérieur de moi, c'est tellement fort, c'est tellement clair et tellement évident que je me dis, bah vas-y, tu vas tous les jours faire des vidéos, tu lâches tout le reste. Le reste n'existe plus, c'est-à-dire que tu cherches pas à monétiser, tu cherches pas à développer ton business, tu cherches pas à faire 10 milliards de trucs en même temps. Tu te focalises sur poster au moins 3 vidéos par jour. Et je suis restée sur ce rythme-là pendant environ 3 mois, tu vois. Je postais entre 3 à 7 vidéos par jour. Tous les jours, j'étudiais les résultats que j'avais, comment est-ce que ça prenait, est-ce que ça prenait pas. Au début, je faisais tout en anglais. Ouais. Et ensuite, j'ai switché au français. Mais je me suis fixé, tu vois, un objectif au tout début qui était juste de poster, en fait, tu vois. Et de me défaire de mon perfectionnisme, parce que j'étais tellement perfectionniste avant. Si tout n'était pas parfait, si les conditions n'étaient pas parfaites, je passais pas à l'action. Parce que dans ma croyance, c'était mal d'échouer. Et passer à l'action imparfaitement, c'était échouer pour moi. Aujourd'hui, dans mon état d'esprit, c'est tout l'inverse, tu vois. Pour moi, la réussite, c'est passer à l'action imparfaitement. Mais donc le fait de passer à l'action et de poster tous les jours, même quand je me trouvais pas forcément belle en vidéo, même quand je me trouvais pas forcément intéressante, le fait de faire ça et de m'exposer comme ça à cette cadence, ça a vraiment libéré quelque chose chez moi d'énorme. Ça m'a décomplexée à tellement de niveaux. J'ai une aisance et un confort avec moi-même aujourd'hui que j'étais tellement loin d'avoir il y a 3 ans. C'était impossible. C'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve souvent chez la femme. C'est cette notion, tu me dis si je me trompe, mais de maquillage. Quand on se poste sur les réseaux sociaux, et là tu t'en parlais, hein, que tu sois maquillée ou pas, tu postais, et finalement quand tu vois qu'il y a des retours, malgré le fait que tu sois pas maquillée, et que ça soit des retours sur la vidéo et pas la forme, bah finalement c'est quelque chose après qui te nourrit toi en termes de confiance en soi. Et pour moi, enfin, si je fais la petite aparté là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes qui ont envie de créer du contenu, mais qui ne se trouvent pas assez bien dans leur peau et qui ne passent pas à l'action? Parce que justement, quand elles voient certaines personnes qu'elles peuvent idolâtrer, qu'elles apprécient, qu'elles suivent sur les réseaux, et qui ont pas qui postent sans maquillage par exemple, mais qui se font attaquer derrière en commentaire, forcément, si j'ai pas confiance en moi, je veux pas aller jusque là. Qu'est-ce que tu peux leur dire toi déjà à ces femmes-là? C'est la petite aparté. C'est une super question parce que je sais qu'il y aura plein de femmes qui vont nous écouter et qui sont dans cette situation. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que le fait de poster des vidéos de toi au quotidien, accessibles au grand public, où tu te trouves pas forcément belle, où tu te trouves pas parfaitement belle, c'est guérisseur. C'est guérisseur parce que qu'est-ce que tu fais en faisant ça? Tu fais face à tes peurs. Tu fais face à ta peur de pas être attirante, attrayante, de pas être belle, de pas être désirée peut-être par les autres, tu vois, parce qu'il y a cette peur chez les femmes. La peur de pas plaire aux hommes, tu vois, ou de pas être attirante. Donc si tu fais face à cette peur encore et encore et encore au quotidien et que tu répètes cette action encore et encore, t'en guéris en fait. Toute peur peut être guérie en s'y confrontant suffisamment de fois. Si tu te confrontes à tes peurs au quotidien, tous les jours, de manière acharnée et avec une persévérance profonde et sincère, tu vas t'en libérer. Et tu vas voir en fait que cette peur, c'était juste le fruit d'une illusion. C'est juste une illusion, tu vois. Et c'est une illusion aussi de croire que tu peux plaire à tout le monde, physiquement ou émotionnellement. Tu pourras pas plaire à tout le monde. Même les personnes qui sont reconnues comme les plus belles sur cette planète,
il y a des gens qui vont te dire non, elle est pas belle ou il est pas beau ou tu vois. Oh, Donc même ces personnes-là se sentent aussi des fois complexées. Hein. bien C'est pour sûr. ça que derrière, à passer 40-45 ans, on voit souvent les stars se refaire, etc. Même avant. C'est pas pour rien. C'est que même si elles sont idolâtrées constamment, des fois, il y a des choses qui ressortent et qui sont des traumas d'enfance. Et bon, on va pas forcément faire le focus Non, mais c'est vrai. là-dessus, mais c'est vrai que c'est important de donner confiance, et je pense que tu le fais déjà énormément sur tes vidéos. Mais tu donnes confiance, tu vois, aux femmes. Et j'aime bien quand tu fais le focus sur les femmes parce que c'est plus important finalement. C'est souvent les hommes en commentaire qui vont, entre guillemets, tu vois, critiquer, Les détruire. femmes aussi, hein. Les femmes aussi. Moi, j'ai des femmes qui t'envoient aussi. C'est vrai que je pourrais parler directement de toi. Parce que... Non, mais par exemple, ça m'est arrivé un exemple qui me vient en tête là tout de suite. J'avais posté un podcast avec un invité où je portais un chemisier tout à fait simple, mais le problème qui a apparu, c'est que le chemisier en fait se baissait un peu, tu vois. Je m'en suis pas rendu compte pendant l'interview. Donc on voyait un tout petit peu mon soutien-gorge, tu vois. Et là, tu as quelqu'un qui est sorti de Une l'ombre. femme, ouais. Oh, je suis très déçue. Je vous unfollow parce que je ne pensais pas que vous postiez ce genre de contenu, etc. C'est dégradant, etc. etc. Donc ça, en fait, ça peut venir des femmes comme des hommes parce que de toute façon, l'apparence physique, c'est un sujet sensible pour tout le monde. Je ne connais pas un seul être humain qui est complètement à 1000% à l'aise avec son corps, avec son apparence, ses traits, son visage. C'est un sujet pour tout le monde. C'est vraiment un sujet hyper intéressant parce que on choisit pas son apparence, tu vois. Et les gens, surtout sur les réseaux sociaux, se permettent des commentaires et des remarques qui se permettraient jamais dans la vraie vie. Mais c'est aussi intéressant, tu vois. C'est intéressant de s'y confronter et de voir que petit à petit, tu t'en détaches. Ça t'impacte, toi ? Aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant. Franchement... Après, il y a commentaires et commentaires. Il y en a, je pense, qui sont très précis dans la punchline, etc., justement pour t'atteindre. Ouais. Là, c'est un métier. Hein. Moi, j'appelle ça... pour moi, c'est un métier. C'est le métier des gens qui n'ont rien à faire. C'est ça. C'est le métier vraiment des gens qui n'ont rien à faire et qui sont mal dans leur peau. Et qui sont excellents à ça parce que il faut bien être excellent dans quelque chose, tu vois. Donc, eux, ils sont excellents dans le fait d'aller mettre des commentaires négatifs et méchants. Tu verras jamais, et ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais c'est vrai, tu verras jamais quelqu'un qui fait... autant que toi, ou qui fait mieux que toi, ou qui est vraiment occupé dans sa propre vie, te critiquer, ou te rabaisser, ou te descendre. Ça n'existe pas. Les gens qui s'occupent de leur propre vie, même s'ils sont dérangés par quelque chose que tu vas dire, ou ils vont pas venir te descendre gratuitement, méchamment, avec une certaine cruauté, tu vois. Donc, quand je me prends des commentaires négatifs, ou des commentaires méchants, vraiment purement méchants, je sais que ça vient d'un énorme mal-être chez la personne en face. Vraiment, Et aujourd'hui, j'ai de la compassion pour ces personnes. Franchement, j'ai beaucoup de compassion pour elles parce que je sais qu'elles sont mal dans leur peau, mal dans leur vie. Et... Ce que tu dis là, il y en a plein, ça ne va pas leur parler. Ouais, c'est possible. Parce que dans tes vidéos, en tout cas, tu abordes plein de points très liés à la psychologie, la PNL, le coaching en général, le comportement humain. Il y a plein de gens que ça va aider, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne s'y confrontent pas, qui ne s'y connaissent pas vraiment. Et ceux qui parlent en commentaire, et là, tu viens de nous dire justement, c'est le reflet ce qu'ils vont critiquer chez toi, c'est leur propre reflet. Finalement, tu te rends compte qu'ils ne te comprennent pas, même quand tu leur dis ça. Mais c'est OK, et c'est tant mieux. Je veux dire, en fait, on ne peut pas être compris par tout le monde. Et il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de te comprendre parce qu'elles ne sont pas en mesure de t'écouter. Elles, ce qu'elles recherchent, c'est quoi ? C'est à rassurer certaines peurs. Donc, elles vont venir en confrontation devant toi. Et tout ce qu'elles vont chercher, c'est à voir le moindre signe que ça t'a fait mal. C'est tout ce qu'elles veulent. Après, il y a une pointe de jalousie, bon, ça, on va pas l'aborder. Bien sûr, il y a de la jalousie, il y a toujours de la jalousie. Mais ça, oui, ça concerne vraiment tout le monde. Tous ceux qui prennent des commentaires négatifs, il y a une pointe de jalousie parce qu'en plus, c'est des personnes, des fois, qui sont suivies. Commentaires négatifs, ça peut être vu, du coup, ça peut nourrir quelque chose, là, un enfant. Complètement. Un enfant très mal dans sa peau. Et
Voilà, ça, c'est des termes qui ne leur parlent pas forcément à ces gens-là. Mais pour revenir un petit peu aux réseaux sociaux, toi, à quel moment... Enfin, déjà, est-ce que tu t'es formé, du coup, sur le développement personnel en général Hmm. avant de lancer tes vidéos? Alors non, je me suis pas formée avant. Hmm. Alors, même si on peut dire que oui, parce que j'avais passé des centaines et des centaines d'heures à lire des livres, à écouter des podcasts, à écouter des experts parler sur ces sujets, Hmm. mais j'avais pas fait de formation à proprement parler dans le coaching, dans la PNL, etc. Par contre, en me lançant, en fait, je me suis formée pendant que je me suis lancée. Ok. J'ai pas attendu d'être formée pour me lancer. Et je pense que ça aussi, c'est un gros sujet parce que très souvent, il y a des personnes qui ont envie de se lancer et qui attendent. Ouais, j'allais venir. Ouais, ouais. Ouais, qui attendent, tu vois. Hmm. Bah, c'est du perfectionnisme aussi, tu vois. C'est je vais attendre d'avoir validé cette étape pour passer à la suivante. Mais en fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu as quelque chose à exprimer, tu peux venir sur les réseaux et l'exprimer. Hmm. Tu n'es pas obligé de te positionner comme un coach. Ah Tu ouais. peux tout simplement te positionner comme un être humain qui partage avec les autres. Et si ça résonne, et si tu vois que ça commence à résonner de plus en plus, génial, tu vois. Et tu peux tout à fait te former en même temps et commencer à développer ton activité de coaching et commencer à trouver tes premiers clients. Pour moi, c'est une énorme friction de se dire il faut d'abord valider cette étape. Ouais, parce qu'il y a se former, après il y a je dois aussi monter le site web, Ouais. alors que tu n'as même pas encore parlé de ton activité. Moi, j'ai Alors pas que de le site. site web, non, mais alors que le site web de base, tu es censé le créer quand il y a de la demande, quand il y a des gens qui te disent mais où est-ce que je peux commander tel produit, est-ce que je peux faire appel à tes services. C'est quelque chose qui les gens font à l'envers parce qu'il y a des peurs et parce que du coup ils ont besoin d'être rassurés avant de se lancer totalement, sauf qu'on n'est jamais satisfait pleinement. Moi, je pense que on a tendance à se cacher quand on a peur de quelque chose. Donc, tu as envie de lancer ton business, tu vas te cacher derrière toutes sortes de tâches qui, intellectuellement, de manière logique, tu vas pouvoir justifier que ces tâches sont importantes. Hmm. Il faut que je crée mon site web, il faut que je crée mon business plan, il faut que j'achète une caméra spécifique, il faut que je fasse ça aussi. Mais en fait, tout ça, c'est des actes, des tâches qui vont te permettre de te cacher et de ne pas réellement te montrer, de ne pas réellement passer à l'action et faire ce qui est nécessaire pour développer ton activité, tu vois, c'est-à-dire t'exposer par exemple sur les réseaux sociaux ou faire des appels téléphoniques, j'en sais rien, tu vois, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est du perfectionnisme et c'est vraiment quelque chose qui nous freine énormément et qui nous empêche d'avoir les résultats qu'on veut, tu vois. Hmm. Et toi, ça a été quoi tes premiers défis quand tu te rends compte que sur TikTok, ça commence à prendre? Parce que j'ai fait un tour sur TikTok du coup et j'ai vu je sais plus combien de followers, 700 000, quelque chose comme ça. 790, ouais. Au moment où tu vois que ça commence à prendre et que tu as de l'audience, tu as du follower, des j'aime qui arrivent, etc., qu'est-ce qui te traverse l'esprit? C'était quoi le premier défi ou les défis sur les 2-3 dernières années là, depuis que tu t'es lancé? Quand ça commence à prendre, je me dis, on a répondu à mes prières. J'ai trouvé le chemin, tu vois. Je me sens beaucoup plus claire sur le chemin. Ouais. Pourquoi ? Parce que pour moi, pendant longtemps, c'était vraiment le comment qui n'était pas clair. Je savais ce que je voulais. Je voulais impacter les autres, je voulais accompagner les autres, je voulais transformer des vies. Mais le comment, il était vraiment très flou pour moi. Mais il était très flou aussi parce que j'étais beaucoup dans l'énergie de la peur, tu vois. Et la peur, elle te fait croire que, en fait, y a certaines choses qui ne sont pas faites pour toi. Que, tu vois, moi, la peur, elle m'a fait croire qu'il fallait que je lance une application. Parce que je me cache derrière une application. Est-ce que tu j'allais vois dire ouais. Mais quand j'ai commencé à écouter l'énergie de l'amour, l'énergie de l'abondance et cette part de moi qui était un peu plus connectée, je me suis rendu compte que le chemin, il était beaucoup plus clair, tu vois. Le comment, à travers les réseaux sociaux, c'est devenu beaucoup plus évident. Et quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, OK, là, tu sais, le comment, en fait, c'est tellement précieux. Quand tu commences, il y a une citation que j'adore de Rumi, qui est un maître spirituel juste incroyable, et qui dit « Quand tu marches sur le chemin apparaît. Quand tu commences à passer à l'action sur quelque chose, le comment tu vas arriver à ta destination va apparaître. Tu vas le voir. Mais le problème que la plupart des gens rencontrent, c'est qu'ils ne préfèrent pas passer à l'action avant d'avoir le comment.
Donc finalement, ils passent pas à l'action et ils n'ont pas le comment, ils n'ont pas le chemin. Donc à partir du moment où je suis passée à l'action et que j'ai commencé à voir le comment se dessiner et le chemin apparaître, bah, je me suis dit, OK, là, c'est la chance de ta vie, c'est l'opportunité de ta vie, c'est une bénédiction incroyable. Fonce, capitalise dessus. Et je suis passée sur Instagram, ensuite sur YouTube, ensuite j'ai lancé mon podcast et petit à petit... Parce que le podcast, il a combien de temps aujourd'hui? Le podcast, ça fait 1 an et demi, je crois. 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'était en été 2022. Ok. Et tu sais, moi, j'avais une question par rapport à l'audience, etc. Je crois que tu l'abordais il y a 2-3 jours sur Instagram. La solitude quand on est créateur de contenu et que ben, là, on est solopreneur, hein, entre guillemets. Après, je ne sais pas si tu as monté une structure avec du monde, etc. Mais quand on est solopreneur et qu'on donne toute sa bienveillance au monde, etc., sur les réseaux sociaux, comment on gère du coup les coups de mou et à qui on se confie quand on est, entre guillemets, quelqu'un d'influent sur les réseaux sociaux avec une image de personne parfaite finalement, qui n'a pas de trou noir, qui n'a pas de zone d'ombre, qui n'a pas de négatif dans sa vie, parce que tu abordes plein de points et les gens, je pense, doivent se dire cordonnière, c'est la mieux chaussée finalement, alors que c'est tout l'inverse, hein, tu vois. Mais comment, ouais, c'est la question que j'avais, comment tu fais pour gérer la solitude sur les 2-3 dernières années finalement? Bah, c'est une super bonne question. Et c'est vrai que récemment, je me suis rendu compte que certaines personnes croient que bah, je vis dans un fleuve tranquille et que tout va bien pour moi et que j'ai aucun problème, que je suis tout le temps en maîtrise parfaite de moi-même, etc. La vie de rêve. La vie de rêve. Enfin, je sais pas, ça peut être aussi un cauchemar de vivre comme ça, Ouais, tu vois, ouais. parce que t'as aucun rebondissement, il se passe rien. Mais j'essaye de plus en plus, tu vois, de partager ces moments difficiles avec ma communauté, tu vois. Parce que pour moi, ma communauté, c'est la famille qui m'a choisie et que je choisis aussi, tu vois. Je le ressens vraiment comme ça. Et si je suis pas vraie envers eux, bah en fait, je pourrais pas me connecter à eux. Et eux ne pourront pas réellement se connecter à moi. Donc j'essaye d'être la plus vraie possible dans ce que je partage et de leur partager les moments où c'est difficile, où je me sens là récemment, je me sentais très seule. Et je l'ai partagé en story et je leur ai dit, ne croyez pas que c'est toujours rose. Il y a des moments où juste je me sens perdue et je me sens seule. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Moi, ce qui m'aide, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de petit à petit me connecter avec d'autres entrepreneurs. Je trouve que c'est super important de se connecter avec des personnes qui comprennent concrètement ce que tu vis et qui sont face à des choses similaires. Ça, franchement, ça n'a pas de prix. Quand tu te connectes à des personnes comme ça, tu peux vraiment avoir un système de soutien qui change tout, tu vois. Et puis, un autre point là-dessus, c'est que je pense vraiment qu'il faut accepter qu'il y a des moments où tu vas te sentir seul, parce que l'entrepreneuriat, c'est ce jeu-là. L'entrepreneuriat, c'est le jeu de l'incertitude. C'est le jeu des risques et du résultat incertain. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne sont pas entrepreneurs, parce qu'ils ne sont pas prêts à payer ce prix-là. Parce que c'est un prix très, très douloureux à payer. Et donc, forcément, il va y avoir des moments où tu vas te sentir seul. Et c'est normal et c'est attendu. Et il va y avoir des moments où tu ne vas pas savoir si tous les efforts que tu as mis en place depuis des mois, voire des années, vont payer. Et c'est ça qui est dur, mais c'est en même temps ça qui fait la beauté du jeu. Tu vois, si tu étais sûr à 100% que ça allait forcément très bien se passer et que tous tes efforts allaient payer, finalement, il n'y a pas cette stimulation que tu peux ressentir dans l'entrepreneuriat, je trouve. Surtout que les entrepreneurs, c'est tout bête, mais quelqu'un qui est là depuis 3, 5, 10 ans, ou des fois parfois beaucoup plus, ils vont vulgariser ce que tu ressens à l'instant T. Ouais. Ils vont le vulgariser et au final, ce que toi tu voyais en montagne, bah, eux vont te dire non, c'est un petit dos d'âne, viens avec moi, je t'amène, enfin, je te prends par la main, on le passe ensemble et tu reprends ta route. Et finalement, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on retrouve et c'est pas un réflexe qu'on a très souvent quand on entreprend solo sur des business qui dépendent principalement que de nous. Donc ça, c'est bien aussi que tu l'abordes. Toi, au niveau des projets,
qu'est-ce que tu prépares? C'est quoi, je vais rembobiner. Ça, c'est la dernière question. Ok. La première question sur les projets, ça va être où est-ce que tu te vois dans 5 ans, Mariam Gadri? Ah, c'est une bonne Je question. t'en avais pas parlé avant l'épisode. J'y ai pensé là d'instinct. Ok. J'ai pensé d'instinct. Mais où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 ans, avec tout ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Donc, ça peut être Ah, c'est une bonne question, hein. Parce que où je me vois, déjà, je me vois faire des conférences à l'international. Parce que j'aimerais beaucoup. Là, je vais commencer à créer du contenu en anglais aussi petit à petit. Je me vois avoir mon école de coaching. C'est une des choses que j'ai envie de créer d'ici 5 ans. Je me vois avoir écrit peut-être un autre livre. Tu vois, là, je suis en train d'écrire un livre. Peut-être que j'en aurais écrit un autre ou plusieurs autres, je sais pas, mais je pense que déjà un, ce serait pas mal. Je me vois beaucoup voyager. J'adore voyager. Pour moi, c'est super important de voyager, de bouger. Je dirais vraiment ça. Tu te vois vivre en France dans 5 ans? Non, après, tu sais, je vis déjà plus vraiment en France. Donc, non, je pense pas que je vivrai en France dans 5 ans. Mais j'aurai toujours un pied-à-terre en France. Ok. Ouais. Et là, si on devait parler un petit peu de 2024, quels sont les projets que tu comptes monter ou qui sont déjà même montés, prêts à finalement accueillir tous les participants? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des projets en cours dont Ouais. tu as envie d'évoquer le sujet? Alors, j'ai mon accompagnement en nouveau départ, qui est une formation que j'ai créée et que j'ai lancée en janvier 2023. Ok. Et donc, les projets pour cette formation, ça va être de faire de plus en plus d'événements en physique. Là, on va faire notre premier événement le 7 février avec les clients de la formation. Donc, développer tout ça, améliorer encore plus l'expérience des clients de la formation, rajouter des nouveaux contenus, des nouveaux modules. J'ai vraiment envie que... Alors déjà, les résultats sont juste incroyables. Tu vois, j'ai des témoignages magnifiques. Mais j'ai envie d'aller encore plus, d'aller au niveau supérieur avec la formation. Les autres projets que j'ai, c'est vraiment au niveau du podcast et du livre que je suis en train d'écrire. Finir d'écrire mon livre, ça va être très challengeant parce que c'est vraiment beaucoup plus difficile que je pensais. J'ai commencé l'écriture du livre en me disant moi ça va être facile, j'ai tellement de choses à dire et tout. Je fais juste écrire, tu vois. Je fais juste écrire et puis et en écrivant en fait c'est de l'organisation. C'est super challengeant. C'est challengeant parce que un livre, ça reste très longtemps. C'est-à-dire que c'est pas juste une vidéo que tu peux supprimer, tu vois. C'est l'impact d'un livre, c'est vraiment très important. C'est hyper important de bien choisir ses mots, la structure de ton livre, par quoi tu commences, comment est-ce que tu fais en sorte que les gens, que les idées et les concepts que tu veux partager atterrissent de la meilleure manière possible chez tes lecteurs. C'est tout un travail, tu vois, et vraiment, c'est un exercice incroyable. Et c'est un exercice hyper thérapeutique aussi que je conseille à tout le monde. Tu vois, peu importe que vous ayez envie d'écrire ou de publier plutôt un livre, mais le fait d'écrire un livre pour soi-même, c'est hyper thérapeutique parce que tu réfléchis à nouveau à ta manière de penser le monde et en la mettant sur le papier, tu as vraiment une trace claire de ce qu'il y a dans ton esprit, de ce que tu veux transmettre aussi peut-être aux autres. Je trouve que c'est hyper thérapeutique de faire ça. Bah, surtout que, parce que moi aussi, tu vois, j'ai commencé à écrire un livre justement sur l'insertion, faire appel à quoi d'un point de vue mindset, etc., pour réussir à s'insérer malgré la société, etc. Et tu vas en parler, hein, en termes d'organisation, etc., c'est très compliqué. Mais j'avais aussi écrit un mémoire, moi, quand je m'étais formé en coaching. Et quand j'avais amorcé l'écriture, finalement, instinctivement, je savais de quoi parler. Et j'ai écrit 25 pages alors qu'il était demandé d'en écrire 15. Et au final, c'est quelque chose qui a été très bien reçu. Et l'avantage pour moi, c'est qu'en écrivant, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très thérapeutique aussi derrière, hein, d'écrire. Quand on vous dit d'écrire, ce qui est important finalement, c'est se connecter à soi-même, le faire dans un espace, un environnement
où on s'y sent très à l'aise, en général chez soi ou dans sa chambre. Mais ça m'avait reconnecté, moi, d'un point de vue familial. Tu vois, c'est pas le but qu'on en parle aujourd'hui, mais je voulais faire cet aparté par rapport à ce que tu disais. C'est que finalement, j'ai reconnecté certaines choses avec ce que j'avais vécu dans l'enfance, le côté pudique, que j'avais récupéré finalement. Et du coup, j'en voulais à mes parents. Je disais, mais c'est de leur faute, etc. Non, finalement, c'est moi qui ai accepté de récupérer cette pudeur qui venait d'eux. Et c'est quelque chose, voilà. J'ai pu faire table rase du passé. Et à partir de ce moment-là, j'ai grandi et ça a été beaucoup plus rapide. Là, on arrive à la fin de cet épisode. Mariam, tu t'en doutes. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qu'ils te connaissent ou pas? Je te demande ça aussi parce que t'es axé développement personnel et ça parle à tout le monde. Quel conseil je donnerais? Il y en a beaucoup que je pourrais donner, mais ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est un conseil que j'ai donné dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs, qui est important, qui est que quand on se sent perdu sur le chemin à prendre, ou la voie à prendre, ou la bonne décision à prendre, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent une pression folle sur la bonne décision à prendre dans les différents domaines de leur vie, je leur dirais de s'entraîner à se reconnecter à leur propre voix, à leur intuition. Parce que je suis persuadée qu'au fond de nous, on sait quelle direction prendre. On sait ce qui est juste pour nous spécifiquement. Mais le problème, c'est que très souvent, on est envahi par le bruit de l'extérieur, on est envahi par toutes ces choses qu'on entend dans le monde extérieur, tout ce que nos proches nous projettent. On a tendance à l'absorber, à l'internaliser et à avoir peur de prendre un chemin différent. Mais le meilleur chemin que tu puisses prendre, c'est celui qui est aligné avec ton cœur, celui qui est aligné avec toi. Et c'est celui qui te fera le plus peur, mais c'est aussi celui qui sera le plus gratifiant. Donc ce que je conseille à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de se reconnecter à leur voix et de s'entraîner à vraiment écouter leur intuition, parce que c'est vraiment la voix qui est source de vérité, selon moi. Et on n'en a pas assez parlé de l'intuition, mais c'est ouais. vrai qu'il y a la peur et il y a l'intuition. Tu parles à un moment de relations amoureuses, mais c'est vrai que combien de femmes ou combien d'hommes, mais surtout c'est plus chez les femmes qu'on entend ça, mon intuition me disait de ne pas y aller, j'y suis allé, au final j'ai perdu 3 ans de ma vie et du coup c'est terminé. Et finalement, en fait, l'intuition disait non, il va pas être bon pour toi ce garçon-là. Pourtant, on y va parce que derrière, besoin de sécurité, on a besoin d'assouvir plein de besoins. Et du coup, c'est ce qui fait le monde aujourd'hui. Hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ce type d'épisode-là. Ouais. Et c'est pour ça que je te remercie d'être venu et en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. À vous qui nous écoutez et qui nous regardez, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mariam, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, TikTok, YouTube. C'est Mariam Gaderi, tout attaché. Ils trouveront facilement, je pense. Top. Et n'hésitez pas aussi à faire une chose, liker, partager, commenter et surtout laisser des avis aussi parce que c'est ce qui nous permet à nous de grandir en tant qu'entrepreneur et aussi podcasteur, hein, parce que tu l'as évoqué aussi, tu es podcastrice. Ouais. Et c'est important pour nous parce que c'est vos retours qui nous permettent de continuer à délivrer de la valeur et à ramener des invités comme j'ai pu inviter Mariam aujourd'hui. C'est ce qui va nous permettre d'aller toujours plus loin. Merci à vous la famille et je vous dis à très vite. Ciao. Merci.